Vendée Globe, le retour des skippers avec Enedis, le gestionnaire du réseau électrique. De retour en direct pour suivre ces arrivées du Vendée Globe, finish incroyable pour cette 9e édition. Et alors vous voyez, on voyait à l'image un instant, un deuxième skipper qui va poser pied à terre, c'est Louis Burton sur Bureau Valley 2 qui a donc franchi la ligne d'arrivée en deuxième position après 80 jours, 10h, 25 minutes et 12 secondes, soit 4h et 9 minutes de plus que Charlie Dalin qui lui a franchi la ligne en première position. Albin Mouton, vous êtes tout près de ce ponton d'arrivée et donc ça y est, Louis Burton qui s'amarre au ponton après avoir été remorqué. Albin, est-ce que vous nous entendez? Alors on a visiblement Albin Mouton qui ne nous entend pas, mais on voit en arrière-plan donc des nouveaux fumigènes sur le bateau de Louis Burton, donc remorqué. Oui, c'est ça, je suis sur l'esplanade et on le voit sur... Oui, je vous entends, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Si, je vous entends. Donc vous le voyez, Louis Burton juste derrière moi avec les fumigènes. Il est encore sur son bateau, il n'a pas encore posé pied à terre, ce qui devrait être le cas d'ici quelques instants. Il est donc accueilli par un peu moins de monde que tout à l'heure, mais plus de bénévoles, toute la flottille qui l'accompagnait. Il devrait arriver d'ici quelques instants dans la zone mixte. En attendant, pour sa première réaction après son arrivée sur Terre, en attendant, il vient de poser pied à terre. Juste, s'il est un peu loin de moi, donc j'ai un peu de mal à le voir. Mais voilà, son bateau est arrivé au ponton, donc il devrait arriver d'ici quelques instants en zone mixte. Alors on continue de voir donc cette arrivée au ponton de Louis Burton et qu'on a vu donc réaliser les premières embrassades avec ses proches, même s'il y avait déjà des membres de son équipe également sur son bateau. On voit aussi des enfants. Oui, Ino et Edith, et puis ses proches et son équipe, tout simplement avec Servan Escoffier, qui est à la fois sa compagne à la ville et qui est aussi sa chef de projet, sa team manager au boulot, donc autour de ce projet pour le Vendée Globe de Louis Burton. Servan Escoffier qui joue évidemment un rôle très important à tout point de vue auprès de Louis Burton. Et donc on a vu Channel 3-4, je te le m'emmène. Yves Auvinet, le président de la SEM Vendée, saluer l'arrivée de Louis Burton, le skipper de Bureau Valley, donc, qui a connu encore un autre souci pour avoir un tableau complet sur ce Vendée Globe, donc ce problème de moteur qui a donc nécessité qu'il soit remorqué le long du chenal, et donc on n'a pas pu entendre sa première réaction sur le bateau tout à l'heure, mais Albin, vous êtes prêt pour recueillir ses impressions et sa réaction en zone mixte? Oui, je vous écoutais parce que nous, de là où on est, on voit pas trop Louis Burton, on l'aperçoit, mais il y a beaucoup de monde autour de lui, donc c'est assez compliqué de voir ce qu'il se passe. On va attendre donc qu'il arrive en zone mixte pour avoir ses premières réactions, mais en effet, oui, il a été tracté dans le chenal pour arriver ici au ponton sur Port-Olona. Mais en tout cas, par rapport à Charlie Dalin, on peut voir qu'il y a beaucoup moins de monde que tout à l'heure. Il y a beaucoup moins de journalistes. Sur les pontons, il y a un peu plus de monde. Par contre, c'est toute la flottille et tous les bénévoles, les officiers officiels et des journalistes aussi. Mais ici, sur l'esplanade, il y a beaucoup moins de monde. Et en zone mixte, il y a beaucoup de monde qui attend également au niveau des journalistes. Donc voilà, c'est assez... on voit qu'après Charlie Dalin, il y a un peu moins de monde ici à attendre Louis Burton. Alors on va rester sur vos images pour voir ce qu'il se passe avec Louis Burton qui est donc Bureau Valley, qui est donc le premier bateau à rejoindre le port, puisque la Pivia est toujours
est toujours au large. Comme Charlie Dalin ne pouvait pas emprunter le chenal tout à l'heure, il va vraisemblablement attendre que notamment Thomas Ruyant et Yannick Bestaven franchissent la ligne d'arrivée pour sans doute faire une entrée en groupe dans ce chenal dans quelques heures encore. Ça y est, d'ailleurs, Apivia, qui était en train de s'éloigner depuis quelques heures de la ligne d'arrivée, a fait demi-tour et a de nouveau la ligne d'arrivée, ou en tout cas le port des sables en ligne de mire, à 25 000, un peu plus de 25 000 Il sabre le champagne. Des Sables d'Olonne. Et voilà, le champagne pour Louis Burton qui arrose allègrement tout le monde sur le ponton. Tout le monde est à droite. Très 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 heureux, bien sûr. Le Malouin d'en avoir fini avec ce tour du monde, et quelle performance. Lui qui avait déjà abandonné sur un Vendée Globe, qui avait terminé 7ème il y a 4 ans et qui là pour l'instant est 2ème. Il risque de se faire dépasser au classement par Yannick Bestaven, qui est toujours attendu aux alentours de 4h30 du matin. Yannick Bestaven avec ses 10h15 de bonification en raison de sa participation au sauvetage de Kevin Escoffier. Yannick Bestaven toujours plus rapide, 22 nœuds 6 à l'instant là au dernier pointage, alors Yannick Bestaven il va probablement pouvoir faire une route directe là, en direction des Sables d'Olonne. Il est parfaitement calé depuis quelques jours, et Thomas Rouillet, un tout petit peu plus au sud, vient de placer un dernier empannage. Il est a priori sur son dernier bord, et il est pointé du coup à 11 nœuds 4 à 2h du matin. Donc Louis Burton qui reste un petit peu sur le ponton. Il retrouve les proches. Et donc dans quelques minutes, il va emprunter la passerelle qui va le mener à la zone mixte où se trouve la presse, et notamment Albin Mouton et Cyril Guillet pour les premières réactions à l'antenne. On imagine qu'il sera tout sourire, Louis Burton, déjà parce que c'est son habitude, et les premières images qu'on a vues tout à l'heure à bord de son bateau, il était plutôt hilar, malgré les petites avaries et les petits problèmes de moteur. Ce ne sont que des détails quand on a bouclé le tour du monde, et puis on rappelle que c'est un voilier avant tout, que le moteur il est censé servir que pour le chenal, donc c'est un problème bien accessoire pour Louis Burton. Louis Burton, en compétiteur hors pair, on se souvient ce que l'on avait interrogé lors de l'émission au village du Vendée Globe, et qu'on lui disait que plusieurs skippers n'avaient pas forcément d'objectif de place, puisque c'est vrai que c'est compliqué de se fixer un objectif de place sur une course comme celle-là, et que les skippers se fixaient plus des objectifs de temps. Lui n'était pas d'accord, il disait je ne sais pas quel skipper vous a dit ça, mais moi je me fixe vraiment un objectif de place. C'était le top 5. Et c'était au moins le top 5 pour lui, et ça sera mieux certainement, même si Yannick Bestaven lui passe devant, il devrait être sur le podium. Et on va reconnaître qu'on trouvait ça un peu ambitieux à l'époque, le top 5, finalement il fait mieux que ça. Il nous avait expliqué, il nous avait dit, si on regarde les performances du bateau, j'ai probablement le 12e ou 13e bateau le plus performant de la flotte, mais il faut aussi considérer qu'il va y avoir des abandons devant moi et qu'on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise en ma faveur, donc pourquoi pas aller chercher un top 5. Il a fait bien mieux que ça, Louis Burton, en profitant effectivement des avaries de certains de ses copains sur, on le rappelle quand même, le bateau tenant du titre. Il naviguait à bord de l'ancien Banque Populaire d'Armel Lecléache qui avait gagné il y a 4 ans. Donc évidemment, il n'était pas à bord de n'importe quel bateau, mais on avait vu il y a 4 ans que Louis Burton était capable de faire des miracles, même sur des montures un peu moins performantes, puisqu'il naviguait à l'époque sur le bateau actuel de Clément Giraud, qui navigue au-delà de la 20e place aujourd'hui. Et donc à noter sur les 4 premiers bateaux, si bien sûr Yannick Bestaven et Thomas Ruyant arrivent comme prévu d'ici 2h30, ça fera 2 bateaux neufs et 2 bateaux de l'ancienne génération aux 4 premières positions. À l'image de ce Vendée Globe où tout était possible, tout était permis, on aura même des bateaux à dérive qu'on n'attendait pas du tout aussi bien placés, qui arriveront à moins de 24 heures du premier. Ça c'était complètement inattendu, ils vont se placer probablement en 5e position pour 6e peut-être pour Damien Seguin. Ça on pouvait difficilement l'imaginer, et surtout avec aussi peu d'écart. Et donc cette longue nuit d'arrivée se poursuit. Merci à vous d'être encore avec nous pour suivre cette folle nuit. Alors on salue bien sûr les téléspectateurs de TV Vendée, mais aussi nos amis bretons de TBO, TB Sud, TV Rennes qui suivent cette arrivée. On est encore ensemble pour
pour quelques heures pour surtout connaître le vainqueur de ce Vendée Globe. Est-ce que Charlie Dalin va conserver sa première place? Est-ce que Yannick Bestaven, qui va bénéficier de 10h15 de bonification, va arriver à temps pour s'emparer de cette première place et donc remporter ce Vendée Globe? On le saura donc aux alentours de 4h30 du matin. Donc encore 2 grosses heures à patienter pour avoir le verdict de ce Vendée Globe. Dans quelques instants, Louis Burton va se présenter devant la zone mixte, devant la presse, avec notamment Albin Mouton qui va recueillir ses premières impressions. On rappelle le temps de course de Louis Burton, 80 jours, 10h, 25 minutes et 12 secondes. C'est combien de jours de mieux qu'il y a 4 ans? Je vous prends peut-être au piège, Alexis. On a regardé ça tout à l'heure. C'est combien de jours de mieux qu'il y a 4 ans? Je crois qu'il avait fait Tout à fait, 87 jours. J'étais perdu, mais c'est ça, 87 jours en 2016 pour Louis Burton. Donc c'est 7 jours de mieux aujourd'hui. On en a parlé un petit peu au long de cette soirée, mais on va en reparler. Les autres concurrents qui sont en course, il y en a encore beaucoup. On en a déjà pas mal parlé, ceux qui vont arriver dans cette journée de jeudi. Giancarlo Pedotto qui va sans doute ravir la 6e place à Damien Seguin. Les 2 hommes vont arriver assez proches au Sable d'Olonne. On aura ensuite Jean Lecam en soirée, logiquement. Donc Jean Lecam qui est très attendu. Le Roi Jean qui a réalisé encore une très très belle course et qui l'a marqué forcément par ce sauvetage de Kevin Escoffier. Benjamin Dutreux, le Vendéen, est attendu vendredi. On en a parlé aussi, Maxime Sorel, Armel Tripon. Attention, grosse dépression sur leur route et en fonction de cette dépression et de comment ils vont la négocier, ils pourraient arriver ce week-end ou un peu plus tard. Il faudra peut-être privilégier la prudence pour tous les deux, même s'ils se disputent la 10e place et ils vont se la disputer jusqu'au bout. Toujours avantage à Maxime Sorel pour le moment, mais en effet il va y avoir cette énorme dépression, la plus grosse dépression de l'hiver sur le golfe de Gascogne, la plus grosse dépression de tout le parcours du Vendée Globe. C'est vraiment considérable là, ce qui les attend pour ce week-end. A priori, ils seront les 2 seuls concernés par cette énorme tempête, mais on attend des creux de 12-13 mètres, des rafales à quasiment 70 nœuds. On n'a jamais vu ça, y compris dans le sud. Ça va être la grosse baston. Soit ils passent en avant de cette dépression, ils arriveront ce week-end, soit ils attendent, ils se calent derrière et ils arriveront plutôt en début de semaine. On a ensuite en 12e position Clarisse Kremer, un peu plus loin Romain Attanasio 13e, puis Jérémy Bayou en 14e position qui va peut-être finir devant Romain Attanasio. Ça va être un autre petit match dans ce Vendée Globe. Tout à fait, il y a une petite course entre les deux, alors avec des moyens un peu différents. Évidemment, Jérémy Bayou est mieux armé, mais il part de plus loin. Est-ce qu'il va réussir à combler son retard alors qu'il leur reste 2500 milles à parcourir à tous les deux? On est plutôt sur des arrivées prévues jeudi ou vendredi prochain pour ces deux-là. Et puis ensuite, il y aura un petit paquet de 6. Le paquet de 6 qui est en train de franchir l'équateur. Il y a eu 4 passages de l'équateur aujourd'hui. Arnaud Boissière, Alain Roura, Stéphane Le Diraison, Kojiro Shirashi il y a 1 heure à peine. Et on attend désormais à l'équateur Pip R et Didac Costa. Ce sera dans les toutes prochaines heures. Et donc un joli match dans ce groupe au niveau de l'équateur. Autre match ensuite à 3 entre Manuel Cousin et Clément Giraud, Miranda Meron. Alors Manuel Cousin il a longtemps été tout seul et il a retrouvé de la compagnie là depuis quelques jours, Clément Giraud et Miranda Meron qui sont revenus sur lui. Alors il a passé le Grand Sud tout seul là où on aimerait être accompagné. Maintenant dans l'Atlantique il est bien accompagné et ils ont lancé une petite compétition là tous les 3 dans cette remontée de l'Atlantique. On verra lequel termine en premier. L'objectif de Manuel Cousin, il nous l'avait confié, c'était d'arriver pour la Saint-Valentin. J'ai essayé d'estimer un petit peu, ça devrait être un peu juste. Je pense qu'il arrivera juste après la Saint-Valentin, n'en déplaise à Sandrine. Mais c'est peut-être encore faisable, c'est dans 17 jours. Et ils sont au large du Brésil, là, ce petit groupe de 3. Manuel Cousin qui a été fortement contrarié par l'anticyclone de Sainte-Hélène qui l'a complètement bloqué. Il était bloqué donc entre cet anticyclone et la zone des glaces. Et donc ce qui a profité au retour de Miranda Meron et Clément Giraud. Et ensuite deux skippers qui ferment la marche, Alexia Barrier et le Finlandais Harry Usela qui est revenu sur celle qui navigue sur le plus ancien bateau de la flotte. Et oui, l'ancien bateau de Catherine Chabot qu'on a eu tout à l'heure au téléphone, un bateau d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais qui a été fabriqué en Vendée à Fontenay-le-Comte en 1998, on ne le sait pas forcément. Donc ces 2 bateaux-là sont attendus plutôt à la toute fin de février ou même plus sûrement
au tout début du mois de mars. Et puis on n'oubliera pas qu'entre les deux, il y aura aussi Samantha Davies, qu'on voit sur la carte, qui est hors course, mais qui est toujours présente dans ce tour du monde, engagée pour sauver des enfants victimes de malformations cardiaques. Plus de 60 enfants sauvés déjà. On peut en parler d'ailleurs de cette opération Un clic, un cœur menée par Initiative Cœur. On peut aller sur les réseaux sociaux de Samantha Davies et d'Initiative Cœur, cliquer, liker, et chaque like apporte 1 euro à l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque. 60 enfants déjà sauvés depuis le début du Vendée Globe. Oui, donc Samantha Davies hors course, qui va peut-être être le cas également d'Isabelle Joschke, contrainte à l'abandon pour un problème de qui est actuellement à Salvador de Bahia au Brésil, avec son équipe, avec son team manager Alain Gauthier, qui sont en train d'essayer de réparer le bateau pour qu'il reparte également hors course. Il pourrait également y avoir un nouveau départ pour Sébastien Destromo, qui lui a dû abandonner et s'arrêter en Nouvelle-Zélande, le skipper de Merci, qui avait énormément de problèmes de pilote automatique, de système de barre sur son bateau Merci, donc qui était très, très endommagé, et pas trop de nouvelles de lui pour l'instant. On verra s'il souhaite boucler la boucle. Voilà donc pour l'ensemble des concurrents. Bien sûr, à la suite de ces arrivées et de la désignation du vainqueur, cette nuit, la course continuera et nous continuerons à suivre les autres concurrents avec bien sûr le journal du Vendée Globe que vous retrouvez chaque jour. On continuera à suivre la progression des autres skippers de ce Vendée Globe. On devrait retrouver dans très peu de temps maintenant Louis Burton au micro de Albin Mouton pour qu'il nous livre sa réaction. C'est en train de se mettre en place, vous voyez, voilà. C'est en zone mix, c'est du direct, c'est en train de se mettre en place. Ce fameux carré dont on parlait tout à l'heure, où tous les médias sont positionnés un peu comme en Formule 1, on appelle ça le carré en Formule 1, les médias disposés tout autour de barrières, et chaque skipper, ou chaque pilote en l'occurrence, passe de média en média pour répondre aux questions des journalistes. Je regardais Yannick Bestaven, toujours plus rapide, 23 nœuds il y a quelques minutes, 21 nœuds là au tout dernier pointage. S'il continue comme ça, on peut espérer l'avoir sur la ligne d'arrivée avant 4h30. Alors on imagine Yannick Bestaven qui sait qu'au bout de cet effort, il y a un Vendée Globe, il y a une victoire sur cette course prestigieuse, le Graal de beaucoup de marins. Lui qui avait participé une seule fois à Vendée Globe, et l'aventure avait tourné très très court, un abandon au bout de 2 jours je crois. Et là c'est une sacrée revanche pour le skipper de Maître Coq. Et voilà Louis Burton. Salut, ça va ? C'est un grand bonheur, grosse fierté d'être dans les premiers à couper cette ligne d'arrivée. 7 jours de moins qu'il y a 4 ans. 75 jours de plus qu'il y a eu 8 ans, puisque j'avais abandonné au bout de 5 jours. C'est une histoire sur une dizaine d'années qui s'écrit avec une équipe, qui s'écrit avec un partenaire, avec des sponsors. Et arriver à couper cette ligne en 2e place, leur offrir ça, c'est une grande joie pour moi, une grande satisfaction. Et puis personnellement, une grande fierté, parce qu'il a fallu aller la chercher du début à la fin, cette place. À quel moment tu as cru sur ce podium ? Ah, écoute, c'est compliqué toute cette histoire. J'y ai cru à l'entrée de l'océan Indien, en fait, assez tôt dans la course. Je me tirais la bourre avec les bateaux de tête. Donc voilà, j'ai tenté une option dans le sud qui a bien marché. Et ça faisait de moi un des skippers dans le top 5. Donc à partir de là, en voyant que j'étais pas trop largué et tout, j'ai commencé à un peu y croire. Et puis ensuite, ça a été l'ascenseur émotionnel, tout en bas au fond du trou, tout en haut, tout en bas, tout en haut, tout en bas, depuis le début de l'océan Indien jusqu'à il y a quelques jours encore. Donc à un moment tu t'y crois plus trop et tu essayes de plus penser à ça, parce que sinon tu déprimes de plus pouvoir être 2e, de plus pouvoir être 1er, de plus pouvoir être 3e. C'est une course étonnante, le Vendée Globe. Pour ça il faut être capable d'oublier complètement ses objectifs, ses ambitions sportives, et juste s'accrocher à une chose, c'est rester en vie, rester sur son bateau, et puis terminer, et voilà. Et ensuite il y a plein de détails qui rentrent en compte pour aller le plus vite possible.
Et je me suis mis à y croire à nouveau au Cap Horn, où j'avais refait mon retard principal de 1000 milles. Voilà, et puis là j'étais plus sur le podium, et puis Boris, il lui arrive le malheur qui lui arrive tout à l'heure, on ne sait pas, est-ce qu'il va... Tu vois, c'est la magie de la course au large. On sait jamais le bonheur des uns, le malheur des autres, le classement, tout ça, ça n'a pas d'importance quand on voit le bonheur que c'est d'être ici et d'avoir bouclé. Justement, c'est ça que vous avez voulu raconter. En fait, il y a pas mal de gens, vous ne connaissez pas beaucoup des début de cette course. Maintenant, vous allez avoir une nouvelle autorité. Qu'est-ce que vous avez voulu raconter avec cette aventure? Je crois qu'il faut s'accrocher à ses joies, à ses peines, à ses difficultés et jamais lâcher. Ça a autant d'importance dans un Vendée Globe pour un voileux que pour un Louis Burton à la maison quand ses enfants sont bien à l'école ou pas bien à l'école, ou dans la vie de n'importe qui sur n'importe quel sujet. Il n'y a pas plus important que ça, c'est s'accrocher, jamais lâcher jusqu'à la fin, jusqu'à être sous terre. La bataille n'est pas finie. Tu as senti que tu avais progressé par rapport à ton premier Vendée Globe que tu avais terminé? Écoute, j'ai senti une alchimie assez nouvelle entre un bonhomme, ma façon de naviguer, et puis un bateau performant. Ça, c'était quelque chose que j'avais pas trop pu sentir il y a 4 ans. Et là, c'est vrai que d'avoir un bateau qui va vite, qui est très sensible à tous les réglages, etc., ça permet d'assez vite sentir que si on se bat, ça peut payer, quoi. Et du coup, ça amène à plus régler, à plus se préoccuper des choses, à être plus dans la course, en fait. Et je crois que c'est l'histoire du cercle vertueux, vraiment, entre la machine, le reste du plateau, qui fait que quand tu es motivé par la régate comme moi, ça te motive à être meilleur. Merci beaucoup. De rien. Merci. Pour la réaction de Louis Burton, alors j'ai envie de dire un peu même constat que pour Charlie Dalin, un beau sourire. Ils sont bluffants. Et il y a beaucoup de fraîcheur, malgré, on le dit encore, cette fin de course où ils ont dû être bataillés jusqu'au bout, rester dessus, comme ils disent, sur leur bateau pour régler et gagner le moins de petits nœuds pour batailler, puisque voilà, tout le monde était dans un mouchoir de poche, et on les retrouve assez fringants tout de même au ponton. J'ai presque envie de dire que nous, on est là depuis 8 heures et on commence à avoir les yeux qui fatiguent. Eux, ça fait plus de 80 jours qu'ils sont en mer et qu'ils dorment 3 ou 4 heures par jour par séquence de 20 ou 30 minutes, et ils sont en état... c'est incroyable de les voir aussi frais, aussi lucides, aussi souriants, aussi contents d'être là. Ils n'ont pas encore découvert tout l'univers Covid qui les entoure et qui va les entourer dans les prochains jours. Ça sera peut-être le contre-coup, et puis de toute façon ils auront des réactions différentes demain à froid, mais c'est hyper intéressant de les avoir aussi riches d'enseignements déjà dans leur réaction à chaud, et on verra s'il y a une deuxième lecture à partir de demain. Donc c'est peut-être l'occasion justement de prendre l'avis du docteur Chauve, le médecin officiel du Vendée Globe, justement sur cet état de fatigue des skippers après leur arrivée. On écoute Jean-Yves Chauve. Effectivement, après 3 mois de course, on peut penser déjà que les organismes sont fatigués. Évidemment, vous savez, il y a une fatigue, je dirais, du quotidien, puis une fatigue profonde, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre dans des conditions aussi extrêmes pendant si longtemps sans que l'organisme le paye finalement. Et peut-être que cette fatigue, elle est un peu cachée, surtout pour les premiers, par l'émulation d'arrivée. Je veux dire, on ne pense pas à la fatigue, on pense surtout à régater, on pense essayer de grappiller quelques milles à droite ou à gauche. Mais une fois l'arrivée et une fois la fête de l'arrivée terminée, je pense qu'il va y avoir quand même une fatigue qui va réapparaître. Et souvent, les skippers disent que parfois, ils vont mettre plusieurs semaines, voire plusieurs mois à récupérer de cette course, tellement ils ont été à l'extrême de ce qu'ils pouvaient faire. Un retour à terre forcément pas évident pour les skippers. Alors, comme disait Charlie Dalin aussi tout à l'heure, il n'est pas encore revenu à la vie normale lorsqu'il était en conférence de presse, qui est dans ce tourbillon de l'arrivée, cette adrénaline qui porte les skippers après leur passage de ligne. Ouais, ça va prendre du temps parce qu'ils viennent de passer 80 jours complètement isolés, seuls en mer, seuls
en connexion avec leur élément. Et puis, un Vendée Globe, c'est pas seulement 80 jours, ils ont aussi la tête dans ce Vendée Globe depuis plusieurs années maintenant. Le village est fatigant aussi. Exactement, il y a les 3 semaines de village qui sont assez éprouvantes et qui étaient dans un contexte particulier cette année. Et puis, il y a tout ce qui est en amont, toute la préparation du projet Vendée Globe. Louis Burton, il est tourné vers ce Vendée Globe depuis 4 ans déjà, depuis l'arrivée du précédent, puisqu'il avait déjà acheté un bateau à l'époque, il avait déjà signé son sponsor pour 2020 à l'époque. Donc ça fait précisément 4 ans, quasiment jour pour jour, que Louis Burton est tourné vers ce Vendée Globe. Donc là, il peut relâcher tout ça. Et évidemment, il va y avoir un contre-coup à un moment, dans les jours qui vont venir, il va pouvoir tout relâcher et il va se demander un peu où il est. Ne jamais lâcher, la bataille n'est jamais finie. Ce sont les mots de Louis Burton il y a quelques instants pour ses premières réactions. Et ça résume vraiment sa course. L'abnégation de ce skipper qui, malgré les grosses avaries, on se souvient de système électronique qui avait complètement lâché assez rapidement dans la course. Puis son pilote automatique qui ne répond plus. Il a dû barrer pendant 17 heures avant de rejoindre l'île Macquarie. On l'a vu, c'est multiples montées au mât pour réparer. Ce n'est jamais fini, il ne faut jamais lâcher, il l'a dit, et c'est ce qu'il a démontré sur sa course. On lui avait trouvé ce surnom de Phénix qui lui va si bien à Louis Burton. La résilience, c'est une thématique qui est à la mode et qui symbolise parfaitement la mentalité de tous ces skippers du Vendée Globe. Ils sont plusieurs à l'avoir prouvé, et Louis Burton en fait partie. On va retrouver Albin Mouton dans cette zone mixte avec Christelle Morancet, présidente de la région des Pays de la Loire. Oui, je suis avec Christelle Morancet, présidente de la région des Pays de la Loire. Un mot sur ce final, ces arrivées incroyables. C'est déjà une grande fierté en tant que présidente de région, cette arrivée, puis c'est surtout aussi beaucoup d'émotions. Depuis tout à l'heure, on le voit, c'est des conditions toutes particulières, mais on voit encore les valeurs très fortes de nos skippers, cette volonté de continuer à échanger, d'être aussi avec le peu de public qui peut y avoir. Je pense qu'on peut vraiment les féliciter, c'est un beau moment. C'était important pour vous d'être ici, d'accueillir ces premières arrivées, ces premiers skippers? Bien évidemment, en tant que présidente de région, je pense que c'est important de venir à leur rencontre, de les accueillir après 3 mois de course, 3 mois d'isolement. Je pense que c'est aussi une reconnaissance. Et puis en tant que partenaire, je pense que c'est important d'être à leur côté aujourd'hui. J'imagine aussi que le contexte est un peu particulier pour vous également. J'imagine que vous auriez préféré qu'il y ait du public. Voilà, c'est un peu des arrivées dans un contexte très particulier, très, très bizarre. Oui, cette crise sanitaire impacte totalement cette course. Ça a été déjà au départ et puis maintenant à l'arrivée. Donc c'est important d'avoir aussi cette mobilisation pour pouvoir être à leur côté, pour leur dire qu'on est avec eux et que l'ensemble de la région des Pays de la Loire, par ma présence, les remercie et surtout les félicite. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces exploits, ces expériences, ces performances qu'il réalise de ce tour du monde en solitaire sans escale et sans assistant? Je pense que dans le contexte de cette crise sanitaire, moi j'appuie beaucoup sur les valeurs de nos skippers, et ça a été dit d'ailleurs par Charlie Dalin tout à l'heure, c'est notamment la liberté, le courage et puis cette solidarité, parce que cette course a été incroyable et je pense que c'est le cap de ces valeurs doit nous inspirer pour 2021. Merci Christelle Morancet d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci beaucoup Albin pour cette réaction. Après les arrivées de Charlie Dalin et de Louis Burton, il est à 2h27 du matin, on est ensemble depuis 18h et ce n'est pas fini. Et si vous voulez connaître vraiment l'épilogue de ce Vendée Globe, qui gagnera ce Vendée Globe, il va falloir rester encore un peu avec nous, préparer une thermos de café pour tenir le coup, puisqu'on va être ensemble encore pour vous faire vivre les 2 prochaines arrivées, celle de Thomas Ruyant et de Yannick Bestaven, arrivée prévue aux alentours de 4h30. Vous avez peut-être de nouvelles estimations, Oui, Alexis? Nouveaux ETA qui viennent de tomber à l'instant et confirmation de la tendance qu'on avait depuis quelques temps. Yannick Bestaven très très rapide et qui devrait donc arriver un peu plus tôt que prévu. Il est pointé à quasiment 23 nœuds là à l'instant, à 37 000 de la ligne d'arrivée, et donc son nouvel ETA c'est 4h15 sur la ligne d'arrivée pour Maître Coq, et confirmation aussi que du coup l'Incode Out de Thomas Ruyant est un peu moins rapide dans les dernières heures de navigation. Il est attendu sur la ligne à 5h30. D'accord, donc l'écart qui se creuse maintenant entre Yannick Bestaven et Thomas Ruyant. Donc si ça se confirme, 4h15 pour Yannick Bestaven, il aurait donc 2h35
avec les bonifications d'avance sur Charlie Dalin. Et oui, puisqu'on le rappelle, s'il veut terminer à la première place devant Charlie Dalin, il faut qu'il arrive au Sable d'Olonne avant 6h50, ce qui pour l'instant, ça en prend le chemin. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Louis Burton, qui est arrivé, sera sur le podium en deuxième ou en troisième position, très vraisemblablement en troisième position. On va savoir ça dans maintenant un peu moins de 2 heures, puisque vous l'avez dit, le passage de la ligne d'arrivée pour Yannick Bestaven est estimé à 4h15 du matin. Et bien sûr, nous vous ferons vivre ce moment et on se retrouve donc dans quelques instants aux alentours de 4h pour vivre les 2 dernières arrivées de la nuit. À tout à l'heure sur TV Vendée. L'arrivée des skippers du Vendée Globe avec Enedis, le gestionnaire du réseau électrique.